Le lendemain matin, le capitaine conduisit Carter dans les rues d'Onyx d'Inquanock, plongé dans la pénombre par la lueur crépusculaire du ciel. Les portes marquetées, les frontons décorés, les balcons sculptés, les fenêtres en encorbellement et leurs carreaux de cristal brillaient d'une sombre beauté lisse. Çà et là s'ouvrait une place ornée de piliers noirs, de colonnades et de statues d'êtres étranges, à la fois humains et fabuleux. Certaines des perspectives, au bas de longues rues droites, au bout de ruelles latérales ou surplombant des dômes bulbeux, des flèches et des toitures émaillées d'arabesques, étaient d'une beauté si pénétrante qu'il n'existe aucun mot pour la dire. Mais rien n'était plus extraordinaire que les masses altières du temple des très anciens, avec ses 16 façades ornées de bas-reliefs, son dôme aplati et son haut beffroi pointu. Du haut de sa colline, au centre de la ville, il dominait tout d'une majesté immuable, quel que fût le point de vue d'où on le contemplait. Mais toujours à l'est, très loin par-delà les remparts de la cité et plusieurs lieues de pâturage, s'élevaient les flancs gris et décharnés de ces pics infranchissables au sommet perdu dans les nuées, derrière lesquels, disait-on, s'étendait la hideuse Leng. Le capitaine emmena Carter vers le formidable temple qui, avec son jardin ceint de murs, se dresse sur une grande place ronde, d'où les rues partent tels les rayons du moyeu d'une roue. Les 7 portes de ce jardin sont toutes surmontées d'une arche coiffée d'un visage sculpté semblable à celui des portes de la ville. Elles sont toujours ouvertes, ce qui permet aux gens de venir à loisir se promener respectueusement le long des sentiers dallés et de chemins bordés de termini grotesques et de sanctuaires des dieux modestes. On peut y admirer des fontaines, des étangs et des bassins dont les eaux reflètent l'éclat fréquent des flammes crachées par les brasero du péristyle. Tous faits d'onyx et abritant de petits poissons luminescents capturés dans l'océan par des plongeurs. Quand l'envoûtant tintement du beffroi vibre dans l'air du jardin et de la cité, et que, des 7 pavillons situés près des portes du parc, s'élève la réponse des cors, des viols et des voix, alors de longues théories de prêtres masqués et encapuchonnés de noir sortent des 7 portes du temple, en portant devant eux, à bout de bras, de grandes coupes d'or d'où montent de curieuses vapeurs. Et les 7 processions paradent fièrement sur une seule ligne, chaque prêtre lançant la jambe très haut devant lui sans plier le genou, descendant les chemins menant aux 7 pavillons et y disparaissant pour ne plus jamais ressortir. On dit que des souterrains relient les pavillons au temple et que les longues files de prêtres les empruntent pour y revenir. D'aucuns murmurent aussi que de profondes volées de marches d'onyx plongent vers des mystères indicibles. Mais rares sont ceux qui osent insinuer que les prêtres masqués et encapuchonnés qui défilent en colonne ne sont pas humains. Carter n'entra pas dans le temple, car seul le roi voilé en a le droit. Mais avant qu'il ne quitte le jardin, ce fut l'heure de la cloche, et il entendit vibrer dans l'air son timbre assourdissant. Puis, des pavillons situés près des portes, s'éleva la plainte des cors, des viols et des voix. Alors les longues théories de prêtres porteurs de coupes d'or descendirent de leurs pas singuliers les 7 grandes allées, inspirant aux voyageurs une peur que les prêtres humains suscitent rarement. Quand la dernière procession eut disparu, Carter sortit du jardin, non sans remarquer, sur les dalles, une tache à l'endroit où les coupes étaient passées. Le capitaine n'aima pas cela lui non plus, et il pressa Carter d'aller vers la colline où scintillaient les nombreux dômes du merveilleux palais du roi voilé. Les voies qui mènent au palais d'Onyx sont abruptes et étroites, sauf celle, large et en courbe, où le roi et ses compagnons se promènent à dos de yak ou dans des chars tirés par ses bovidés. Carter et son guide gravirent une rue en escalier, passant entre des murs incrustés d'étranges signes d'or, ou sous des balcons et des oriels d'où s'envolaient quelquefois de douces mélodies et des bouffées de parfums exotiques. Ils apercevaient constamment devant eux les remparts titanesques, les puissants contreforts et la myriade de dômes bulbeux qui valaient au palais du roi voilé sa célébrité. Enfin, ils franchirent une immense arche noire qui donnait sur les jardins d'agrément du monarque.
Là, Carter s'arrêta, étourdi par tant de beauté. Car les terrasses d'onyx, les promenades serties de colonnes, les parterres de fleurs multicolores, les délicats arbres en fleurs grimpant le long de treillis d'or, les urnes et les trépieds d'airain ornés de bas-reliefs exquis, les statues de marbre noir veinées, si splendidement exécutées qu'on s'attendait à les voir respirer, les lagunes à lit de basalte et les fontaines carrelées où des poissons luminescents nageaient, les temples en miniature, perchés au sommet de colonnes sculptées où chantaient religieusement des oiseaux iridescents, les merveilleuses volutes des immenses portes de bronze, et les fleurs des plantes grimpantes qui recouvraient chaque pouce des remparts polis, tout cela s'unissait pour former un spectacle d'une beauté si extraordinaire qu'elle semblait irréelle, voire à demi fabuleuse, même dans les contrées du rêve. Et tout cela miroitait, telle une vision sous le ciel nébuleux, rehaussé de la magnificence sculptée des dômes du palais, droit devant et à droite de la lointaine silhouette des pics fantastiques et infranchissables. Et dans cet incroyable jardin, les petits oiseaux et les fontaines chantaient continuellement, tandis que les parfums des fleurs rares flottaient dans l'air comme un voile. Ils y étaient seuls, et Carter se réjouit qu'il en fût ainsi. Puis ils firent demi-tour et redescendirent les marches d'onyx, car nul n'est autorisé à visiter le palais. De plus, il est préférable d'éviter de garder trop longtemps les yeux fixés sur son grand dôme central, car on prétend qu'il abrite le père archaïque de tous les légendaires oiseaux chantacs, et qu'il fait éclore des rêves très étranges dans l'esprit des curieux. Ensuite, le capitaine emmena Carter au quartier nord de la ville, près de la porte des caravanes, où l'on trouve les tavernes des marchands de yak et des carriers d'onyx. Là, dans une auberge au plafond bas, ils se dirent adieu. Les affaires appelaient le capitaine, et Carter était impatient de parler du Nord avec les carriers. Il y avait foule dans l'auberge. Aussi le voyageur ne fut-il pas long à trouver plusieurs interlocuteurs quand il eut déclaré qu'il était un mineur d'onyx expérimenté, impatient d'en apprendre plus long sur les carrières d'Inquanock. Mais il n'en apprit pas beaucoup plus qu'il n'en savait déjà, car les carriers devenaient craintifs et évasifs dès qu'il était question du désert de glace qui s'étend au nord d'Inquanock et de la carrière où nul ne se rend jamais. Ils avaient peur des émissaires fabuleux qui rôdent dans les parages des montagnes où, croyait-on, s'étend Leng, ainsi que des présences maléfiques et des sentinelles innommables qui hantent les étendues rocheuses du lointain nord. À voix basse, ils lui parlèrent aussi des légendaires oiseaux chantacs, qui ne sont pas des créatures normales, et ajoutèrent qu'il valait mieux qu'aucun homme n'en eût jamais vu. D'ailleurs, c'est dans le noir qu'est nourri le légendaire père des chantacs, qui vit dans le dôme du roi. Le jour suivant, prétextant vouloir examiner personnellement les diverses carrières, visiter les fermes éparses et les pittoresques villages d'onyx d'Inquanock, Carter loua un yak et, en prévision du voyage, bourra à ras-bord de grands sacs de sel en cuir. Une fois franchie la porte des caravanes, la route avançait tout droit entre des champs labourés, semés de nombreuses et insolites fermes couronnées de petits dômes. L'arpenteur des contrées du rêve s'arrêtait parfois à l'une ou l'autre de ces maisonnettes pour se renseigner. Dans l'une d'elles, il fut reçu par un hôte austère et si réticent, tellement chargé de cette mystérieuse majesté dont était paré l'imposant visage sculpté d'une granec, qu'il fut certain d'être enfin tombé sur l'un des Très-Hauts en personne, ou en tout cas quelqu'un dont le sang était d'origine divine pour les 9/10, et qui vivait parmi les hommes. Aussi prit-il soin, en s'adressant à ce fermier austère et taciturne, de dire grand bien des dieux et de rendre hommage à toutes les faveurs qu'il lui avait accordées. Cette nuit-là, Carter campa dans un pré au bord de la route, sous un grand ligat au tronc duquel il attacha son yak. Au matin, il reprit son pèlerinage vers le nord. Vers 10 heures, il atteignit Ourg, ce village à petits dômes où les marchands se reposent et où les carriers racontent leurs histoires. Jusqu'à midi, Carter y fit le tour de toutes les tavernes. C'est là que la grande route des caravanes bifurque vers l'ouest, en direction de Sellarn. Mais Carter continua vers le nord, sur la route des carrières.
Tout l'après-midi, il marcha sur cette pente ascendante, à peine plus étroite que la grande route. Elle traversait maintenant une région où l'on trouvait plus de rochers que de champs labourés. Le soir, les collines basses, sur sa gauche, avaient grossi pour devenir d'imposantes falaises noires, et il sut ainsi qu'il approchait de la zone des carrières. Depuis son départ, il voyait se dresser au loin, sur sa droite, les immenses flancs décharnés des pics infranchissables. Mais plus il avançait, pires étaient les histoires que racontaient sur ces montagnes les rares fermiers, marchands ou conducteurs de lourdes charrettes d'onyx qu'il croisait sur sa route. La deuxième nuit, il bivouaqua à l'ombre d'un grand rocher noir et attacha son yak à un piquet fiché en terre. Il observa la phosphorescence des nuages, plus grande à cette latitude septentrionale, et crut plus d'une fois voir des formes noires s'y découper. Le troisième matin, il arriva en vue de la première carrière d'onyx et salua les hommes qui y travaillaient, munis de pioches et de ciseaux. Avant le soir, il avait dépassé 11 carrières. Cette région n'était que falaises et rochers d'onyx, aucune végétation n'y poussait. On n'y voyait que de grands fragments de roches étalés sur un sol de terre noire, tandis que, sur sa droite, les infranchissables pics gris continuaient d'afficher leur arrogant flanc décharné. Il passa la troisième nuit dans un camp de carriers dont les feux tremblotants projetaient de singuliers reflets sur les falaises polies, à l'ouest. Les carriers chantèrent de nombreuses chansons et racontèrent moult histoires, montrant une si étrange connaissance des jours anciens et des mœurs des dieux, que Carter voyait bien qu'ils possédaient nombre des souvenirs latents de leurs ancêtres, les Très-Hauts. Ils lui demandèrent où ils se rendaient, et lui conseillèrent de ne pas s'aventurer trop au nord. Mais il répondit qu'il cherchait de nouvelles falaises d'onyx, et qu'il ne prendrait pas plus de risques qu'il n'était d'usage d'en prendre chez les prospecteurs. Le lendemain matin, il leur dit adieu, et toujours à dos de yak, poursuivit sa route vers les ténèbres qui s'amoncelaient au nord. Là-bas, l'avaient prévenu les carriers, il trouverait l'effroyable carrière abandonnée à laquelle des mains plus anciennes que celles des hommes avaient arraché des blocs prodigieux. Mais il eut un mauvais pressentiment quand, se retournant pour un dernier adieu, il crut voir s'approcher du campement le vieux marchand trapu aux yeux bridés, qui passait son temps à s'éclipser, et dont les trafics supposés avec Leng étaient au cœur de toutes les rumeurs de la lointaine d'Ilatline. 2 carrières plus loin, la partie habitée d'Inquanock sembla prendre fin, et la route se réduisit à un chemin de yak qui grimpait en pente raide entre les falaises noires et menaçantes. Sur sa droite, les lointains pics décharnés continuaient de le narguer, et comme Carter s'enfonçait profondément dans ce royaume que nul avant lui n'avait traversé, il remarqua qu'il faisait de plus en plus sombre et de plus en plus froid. Puis il s'aperçut que le sentier noir était vierge de toute empreinte de pas ou de sabots, et prit conscience qu'il voyageait sur des chemins étranges et déserts, remontant à un passé immémorial. De temps à autre, tout là-haut dans le ciel, un corbeau croassait. Parfois, derrière un gros rocher, un inquiétant battement d'ailes lui faisait penser au légendaire oiseau Chantac. Mais le plus souvent il était seul avec sa monture à la toison broussailleuse. Et il fut très troublé de constater que cet excellent yak avançait avec réticence et renâclait de frayeur au moindre bruit. Le sentier s'étrécissait encore entre des parois noires et luisantes et devenait de plus en plus raide. La progression y était incertaine. Souvent, le yak dérapait sur l'épaisse couche de débris rocheux. 2 heures plus tard, Carter vit saillir devant lui une crête derrière laquelle ne s'éployait qu'un morne ciel gris. Il se réjouit à la perspective d'un palier ou d'une pente descendante. Toutefois, cette crête était difficile à atteindre, car le chemin grimpait maintenant presque à la verticale et des chutes de gravier noir et de cailloux le rendaient dangereux. Carter finit par mettre pied à terre et mena sa monture hésitante à la bride, tirant de toutes ses forces quand elle trébuchait ou refusait d'avancer, s'efforçant de ne pas perdre l'équilibre. Soudain, il arriva au sommet et resta bouche bée à la vue de ce qui se cachait derrière. Car si le sentier continuait tout droit,
En descendant légèrement le long des mêmes hautes parois que précédemment, sur sa gauche s'ouvrait un espace monstrueux de plusieurs arpents de superficie, où une puissance archaïque avait fendu et déchiré les falaises d'onyx originelles pour les changer en carrières de géants. La gouge cyclopéenne avait ouvert très loin ce précipice de matière compacte, dont les blessures les plus importantes béaient profondément dans les entrailles de la terre. Ce n'était pas une carrière humaine. Ses parois concaves étaient couvertes de cicatrices, grands carrés de plusieurs yards de côté, qui témoignaient de la taille des blocs que des mains et des ciseaux inconnus en avaient extraits. D'énormes corbeaux volaient et croassaient au-dessus de ces bords déchiquetés, tandis que, de ces profondeurs invisibles, remontaient les vagues bruissements d'ailes des chauves-souris, des ourags ou d'autres présences encore plus innommables qui hantaient les ténèbres infinies. Carter resta planté là, debout sur cet étroit sentier rocailleux qui descendait devant lui vers le crépuscule. Sur sa droite, les hautes falaises d'onyx montaient à l'infini vers le ciel, tandis que sur sa gauche, les falaises s'effondraient pour laisser place à la terrifiante et inhumaine carrière. Tout à coup, le yak poussa un mugissement et échappa aux mains de Carter. D'un bond, il dépassa son maître et s'enfuit, pris de panique, fonçant droit devant lui avant de disparaître au bas du sentier qui filait vers le nord. Les pierres qu'il avait projetées dans la carrière au cours de sa fuite se perdirent dans l'obscurité où on ne les entendit jamais toucher le fond. Alors Carter, faisant fi des périls du chemin, courut à perdre haleine derrière sa monture paniquée. Très vite, les falaises se dressèrent de nouveau sur sa gauche, étrécissant à nouveau le sentier. Mais Carter continua de courir après son yak, dont les profondes empreintes, largement espacées, signalaient la fuite désespérée. À un moment, il crut entendre les claquements de sabots du bovidé terrorisé. Encouragé par ce bruit, il accéléra sa foulée. Il parcourut ainsi plusieurs miles durant lesquels la route s'élargit peu à peu, si bien qu'il comprit qu'il n'allait pas tarder à déboucher sur le redoutable désert glacé du nord. À sa droite, au-dessus des rochers, les flancs gris et décharnés des pics infranchissables le dominaient à nouveau, tandis que, devant lui, s'étendait un espace ouvert jonché de cailloux et de rochers qui, de toute évidence, était un avant-goût de la sombre plaine, aride et sans limite qui l'attendait. Une fois encore, Carter entendit une cavalcade, mais plus distinctement qu'auparavant. Au lieu de se sentir encouragé, il en fut effrayé, car il venait de comprendre qu'il ne s'agissait nullement de la course épouvantée de sa monture en fuite. Les claquements de sabots, impitoyables et déterminés, venaient de derrière lui. Abandonnant toute idée de poursuivre son yak, Carter se mit à fuir éperdument devant une chose qu'il ne voyait pas. Car bien qu'il n'osât pas regarder par-dessus son épaule, il sentait que la créature à ses trousses n'avait rien de normal ou de définissable. Sans doute son yak l'avait-il entendu ou flairé avant lui, et Carter préférait ne pas se demander si cette chose l'avait suivi depuis les lieux fréquentés par les hommes, ou si elle avait surgi des entrailles de l'obscure carrière. Entre-temps, il avait dépassé les falaises, si bien que la nuit tomba sur une grande immensité de sable et de roches spectrales, où toutes les routes se perdaient. Carter ne voyait plus les empreintes de son yak, mais continuait d'entendre derrière lui l'épouvantable cavalcade, avec, parfois, ce qu'il croyait être un battement d'ailes et un vrombissement titanesque. Il s'aperçut avec effroi qu'il perdait du terrain,
et comprit qu'il s'était irrémédiablement égaré dans ce désert fracassé et dévasté, aux roches indéfinissables et aux sables jamais foulés. Seuls les infranchissables pics qui se dressaient au loin sur sa droite lui permettaient de s'orienter à peu près, mais eux aussi perdaient de leur netteté à mesure que le crépuscule de cendre déclinait, remplacé par l'écœurante phosphorescence des nuages. Soudain, il vit émerger des ténèbres du nord une créature terrible, aux contours imprécis et brumeux. Il crut un instant qu'il s'agissait d'une chaîne de sombres montagnes, mais il voyait à présent que c'était plus que cela. La phosphorescence des nuées amoncelées en révélait des formes en ombre chinoise sur les vapeurs iridescentes. Il ignorait à quelle distance elles se trouvaient, mais elles devaient être très loin. Cette chose faisait plusieurs milliers de pieds de haut et s'allongeait en un grand arc concave depuis les pics gris infranchissables jusqu'aux espaces occidentaux. De fait, elle avait été jadis une chaîne de formidables montagnes d'onyx. Mais ces montagnes n'étaient désormais plus des montagnes, car une main plus grande que celle de l'homme les avait touchées. Silencieuses, elles étaient tapies sur le toit du monde, semblables à des loups ou à des goules couronnés de nuées et de brumes, éternelles gardiennes des secrets du Nord. Elles étaient accroupies en un vaste demi-cercle, montagnes cerbères sculptées, monstrueuses statues qui montaient la garde en levant la main droite, en un geste de défi envers le genre humain. Sous l'effet de la lumière vacillante des nuages, les montagnes bicéphales et coiffées d'une mitre paraissaient se mouvoir. Mais comme Carter avançait tant bien que mal, il vit s'élever de leurs ombres sommets de grandes formes dont les mouvements n'étaient nullement illusoires. Ces formes grossirent à vue d'œil avec un formidable bruissement d'ailes, et le voyageur comprit que ces pas titubants ne le conduiraient pas plus loin. Ces créatures n'étaient ni des oiseaux ni des chauves-souris originaires d'une quelconque région de la terre ou des contrées du rêve, car elles étaient plus grosses que des éléphants et avaient une tête de cheval. Carter se dit qu'il devait s'agir des Shantak à la triste renommée, et ne se demanda plus quel gardien démoniaque ou quelles sentinelles innommables incitaient les hommes à éviter le désert de roches boréales. Et comme il s'arrêtait, finalement résigné, il osa risquer un coup d'œil derrière lui et ne fut pas surpris d'apercevoir le marchand trapu aux yeux bridés. Cet homme, à l'épouvantable réputation, s'en venait vers lui, un épouvantable rictus aux lèvres, monté sur le dos d'un yak squelettique. Tout en trottant, il menait une abominable horde de Shantak au regard mauvais, aux ailes desquelles étaient encore accrochées des traces de givre et de salpêtre des carrières infernales. Bien que prisonnier des fabuleux cauchemars ailés hypocéphales qui se pressaient autour de lui en grands cercles infernaux, Randolph Carter ne perdit pas connaissance. Les gargouilles titanesques se dressaient au-dessus de lui de toute leur horrible hauteur, et le marchand aux yeux bridés, qui avait sauté à bas de son yak, lui faisait face, grimaçant. L'homme lui fit signe de monter sur l'un des répugnants Shantak. En luttant pour surmonter son dégoût, Carter s'exécuta, aidé par son ravisseur. Ce ne fut pas chose aisée, car le Shantak a des écailles et non des plumes, et ces écailles sont fort glissantes. Dès qu'il fut assis, l'homme aux yeux bridés sauta en croupe derrière lui, laissant à l'un des incroyables colosses le soin de conduire le yak squelettique vers le nord, en direction de l'anneau de montagne sculpté. Ce fut ensuite un abominable vol tourbillonnant dans l'espace glacé, une interminable ascension vers l'est, vers les versants gris et décharnés des infranchissables montagnes derrière lesquelles se trouve, dit-on, le plateau de Leng. Ils volèrent très haut au-dessus des nuées, jusqu'à survoler enfin ces fabuleux sommets que les habitants d'Inquanok n'ont jamais vus et qui sont perpétuellement entourés d'un maelstrom de brumes étincelantes. Carter put les voir distinctement lorsqu'ils furent juste au-dessous de lui, et aperçut sur leurs crêtes les plus élevées d'étranges cavernes qui lui rappelèrent celles d'une granec.
mais il se garda bien d'interroger son ravisseur à leur sujet, lorsqu'il remarqua que le marchand, comme le Chantac à tête de cheval, en avait étrangement peur, au point d'accélérer nerveusement à leur vue et de se montrer extrêmement tendu jusqu'à ce qu'il les ait laissés loin derrière eux. Le Chantac volait maintenant un peu plus bas, permettant aux voyageurs d'entrevoir, sous la couche nuageuse, une plaine désolée couleur de cendre sur laquelle brillaient, de loin en loin, de maigres feux. Comme il continuait de descendre, Carter aperçut çà et là des cahutes de granit isolées et de mornes villages de pierre dont les minuscules fenêtres étaient éclairées d'une lueur blafarde. De ces cahutes, de ces villages, montait un strident bourdonnement de pipeaux et un écœurant crépitement de crotales qui furent pour Carter la preuve irréfutable que les rumeurs géographiques des habitants d'Inquanock disaient vrai. Car certains voyageurs ont déjà entendu ces stridulations et savent qu'elles ne s'élèvent que du plateau désertique et froid que les personnes sensées ne visitent jamais, Leng, ce lieu hanté par le mal et le mystère. Des formes sombres dansaient autour des faibles feux, et Carter eut envie de savoir de quelle sorte de créature il s'agissait. Car nul être sensé n'est jamais allé à Leng, et on ne connaît cet endroit que par ses feux et ses cahutes de pierre visibles de fort loin. Lentement et maladroitement, ces silhouettes bondissaient en se tordant de façon malsaine et en se courbant d'une manière horrible à voir, si bien que Carter ne s'étonna plus des vagues légendes qui circulaient à leur sujet, parlant de monstruosités maléfiques, ni de la peur que suscitait dans toutes les contrées du rêve cet infect plateau glacé. Comme le Chantac perdait encore de l'altitude, la répulsion qu'inspiraient aux prisonniers ces danseurs se teinta d'un atroce sentiment de déjà-vu. Et il les observa avec une attention accrue tout en fouillant sa mémoire, à la recherche d'indices lui permettant de savoir où il avait déjà aperçu semblable créature. Elles bondissaient, comme si leurs pieds étaient remplacés par des sabots, et paraissaient porter pour tout vêtement une sorte de perruque ou de casque surmonté de petites cornes. La plupart avaient une fourrure abondante, ainsi qu'une queue minuscule. Quand elles levèrent la tête, Carter vit que leur bouche était excessivement large, et il sut. En réalité, elles ne portaient ni perruque ni casque, car le mystérieux peuple de Leng ne faisait qu'un avec la race des inquiétants marchands aux galères noires qui négociaient des rubis à Dilatline, ces marchands pas tout à fait humains qui sont les esclaves des monstrueuses choses lunaires. Il s'agissait bien là des mêmes sombres créatures qui avaient enivré Carter pour l'enlever sur leur répugnante galère, il y avait si longtemps, celles dont il avait vu emmener les congénères par troupeaux entiers sur les quais dégoûtants de cette maudite cité lunaire, et dont les plus maigres trimaient dur tandis que les plus gras étaient conduits à l'écart, dans des caisses, pour subvenir aux autres besoins de leurs maîtres amorphes et polypeux. Carter savait maintenant d'où venaient ces créatures équivoques, et frémissait à la pensée que le plateau de Leng fût connu des informes abominations lunaires. Mais le Chantac dépassa les feux, les cahutes de pierre et les danseurs moins qu'humains, puis survola des monts stériles de granit gris et d'indistinctes immensités de roches, de glace et de neige. Le jour se leva, et à la phosphorescence du couvercle de nuages succéda l'aurore brumeuse de ce monde nordique. Et toujours le vil oiseau battait imperturbablement des ailes, dans le silence et le froid. Parfois, l'homme aux yeux bridés s'adressait à sa monture dans un affreux langage guttural, et le Chantac lui répondait avec de petits ricanements aussi râpeux que le crissement du ver broyé. Entre-temps, le terrain continuait à s'élever, et ils finirent par atteindre un haut plateau balayé par les vents qui semblait être le toit d'un monde anéanti et déserté. Là, solitaires dans le silence, le crépuscule et le froid, s'élevaient les pierres grossières d'un bâtiment, trapu et dépourvu de fenêtres, autour duquel se dressait un cercle de monolithes mal équarris. Cet édifice n'avait rien d'humain. Carter s'étant remémoré de vieux récits,
en déduisit qu'il venait d'arriver à cet endroit redoutable et légendaire entre tous, le monastère préhistorique à l'écart du monde où vit seul l'archiprêtre qu'il ne faut pas décrire, qui porte un masque de soie jaune sur le visage et prie les autres dieux et Nyarlathotep, le chaos rampant.